Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir à froid sur la défaite 2-3 des Parisiens hier soir face au FC Barcelone. Après une nuit assez courte à avoir revisionné le match, on va revenir sur ces 90 minutes. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut améliorer en vue du match retour dans 5 jours? Quels sont les motifs d'espoir? Parce qu'il y en a, bien évidemment, on n'est qu'à la moitié de cette double confrontation. Et enfin, d'un point de vue plus global, quels sont les défauts qui commencent à ressortir avec un peu trop de récurrence à l'échelle de la saison, c'est-à-dire qu'ils sont là depuis début octobre et le match face à Newcastle, que le staff n'arrive pas à gommer d'un match à l'autre, au sein d'un même match, et bien sûr tout ça nous mène aussi à la direction sportive avec un enjeu pour le prochain mercato. En gros, il y a une recette qui est très claire pour les adversaires s'ils veulent nous gagner. D'abord, dans son effectif, posséder un milieu plutôt athlétique, plutôt destructeur, comme celui de Newcastle, comme Loftus-Cheek à l'AC Milan. Si vous n'avez pas ça, essayez d'avoir un numéro 9 grand, qui gagne les duels aériens, qui réussit à se retourner, qui a un peu de qualité technique. Robert Lewandowski hier pour allonger, parce que sur les longs ballons, et ça on l'a vu plein de fois cette saison, le PSG est en difficulté. Et puis enfin, venez nous chercher, venez nous presser, parce que comme ça on vous offre des buts qui sont cadeaux, qui sont offerts sur un plateau, hein, et puis défensivement aussi, bien sûr, on n'a pas besoin parfois qu'on vienne nous chercher pour faire des cadeaux comme hier. Bref, revenons sur le match déjà à froid. Je vois un match plus équilibré qu'à 23 h hier soir. Alors, je dis pas qu'on mérite de gagner, loin de là, mais le match nul n'aurait pas été volé par exemple. Et je dis ça dans le sens où même si, en réalité, à la mi-temps, tu peux revenir avec un score plus large que 1-0 en faveur du Barça, certes, quand il y a 2-1 pour nous, et même quand il y a 2-2, là, tu dois marquer en fait. Là, tu dois mettre ton troisième but et tu as beaucoup d'occasions. L'égalisation aussi du 2-2, faut noter qu'elle ne décontenance pas les joueurs parce que juste derrière, il y a une occasion pour Dembélé et le face-à-face de Barcola. Et après le 2-1, c'est la transversale de Barcola avec l'arrêt de Ter Stegen, si je dis pas de bêtises. Ou alors j'inverse sur les deux occasions de Barcola, mais je crois que c'est bien dans cet ordre-là. Donc bien sûr, le PSG a eu des occasions. Il y a les percées de Warren, Lee qui est aussi assez électrique, Fabian Ruiz. Donc voilà, moi hier soir, ce que je retiens, c'est l'incapacité à maximiser les temps forts et à minimiser les temps faibles. En Ligue des Champions, dire que tu as fait un bon match, ça suffit pas. Et hier soir, je pense pas qu'on l'ait fait, hein. Malgré le bon quart d'heure au retour des vestiaires. L'entame aussi, hein. L'entame 15-18 minutes où tu as le ballon très haut, où tu le fais tourner, malheureusement, sans te créer d'occasion franche. Donc, c'est pas très net. Mais l'entame de match, le Barça est quand même bien recroquevillé. Je trouve pas qu'on fasse un bon match, mais là-dessus, c'est vrai que sur les moments forts, les moments clés, certes, au retour des vestiaires, tu réussis à marquer 2 buts coup sur coup, mais derrière, tu dois mettre le troisième. Comme je disais, sur l'entame de match, et on va y revenir, tu peines à te créer des occasions. Et enfin, les temps faibles. Ah, c'est incroyable d'amateurisme, quoi. Enfin, tu leur offres 2 buts hier. Après, de leur côté aussi, il faut noter que les 2 buts qu'on met, bon, on a des incursions qui sont un petit peu facile entre guillemets dans leur défense. Et s'il y a un autre score moins favorable pour eux hier soir, je pense qu'ils regrettent les 2 buts qu'on met, peut-être le comportement aussi de Ter Stegen sur les 2 buts. Et enfin, la Ligue des Champions, ce sont des détails. Alors, avant de revenir sur le match d'hier, je fais juste un parallèle avec Harry Kane et les pénaltys. Les pénaltys parce que, évidemment, la semaine prochaine, si on veut se qualifier, il y a la possibilité qu'on aille en prolongation. Il y a la possibilité qu'on aille au penalty. Et juste avant Rennes, Luis Enrique avait eu la fameuse question sur le débat des tirs au but. Est-ce qu'il faut les préparer ou est-ce que psychologiquement, en fait, c'est un moment qui est très difficile à manier? Et lui, il avait répondu qu'ils n'ont pas travaillé les penaltys pour Rennes parce qu'ils pensent que ça sert à rien, tout simplement. Bon, je suis pas trop d'accord. Au moins analyser l'adversaire, quoi. On a Harry Kane après le match face à Arsenal qui nous a dit que son penalty, il a vu la séance de tir au but d'Arsenal face à Porto au tour précédent. Il a vu que Raya plonge très tôt, essaye d'anticiper, et au final, il le prend à contre-pied comme ça parce qu'il a analysé l'adversaire. J'espère qu'on va le faire. Pour revenir sur le match d'hier, c'est pas les pénaltys puisqu'il n'y en a pas eu, mais les corners. Les corners. Et ça, quand je parlais de défauts récurrents sur la saison, c'est quand même incroyable. Défensivement, parce qu'il y a le sauvetage de Nuno, il y a la combinaison avec la frappe de Rafinha, où c'est Mbappé qui est sur le Brésilien et qui le laisse
partir faire son truc avec le tireur. Et bien sûr, le but de Christensen. Et puis aussi les corners offensifs du PSG, qu'il faut noter, encore une fois, très mal tirés. Pour Lee Kang-in, ça, c'est quelque chose de rédhibitoire. Enfin, quand tu passes de Di Maria, Neymar, Messi à ça, ouais, faut se mouiller la nuque, quoi. Et à un moment donné, en Ligue des Champions, ça paye cash, les détails comme ça. Et hier, c'est quand même assez grossier. Bravo pour le pragmatisme de Xavi Hernandez. Et puis, alors, la semaine prochaine, bien sûr, il y a de l'espoir. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des leaders qui peuvent pas faire pire. Donnarumma et Mbappé, j'élargis à la défense aussi, on peut que faire mieux. Donc, on espère qu'ils seront dans un bon jour, voilà, avec plus de justesse, de sérénité et de confiance. Luis Enrique, à mes yeux, a plus de cartouches que Xavi pour préparer ce match. Alors peut-être que du côté du Barça, Pedri démarra et que ça va changer beaucoup de choses parce que c'est un crack absolu. Mais de notre côté, il y a aussi le retour d'Achraf. Et je m'arrête 2 secondes sur son absence hier. Quand je revois le début de match avec Dembélé qui essaye d'aller fixer Cancelo, qui sait pas trop quoi faire, qui a vraiment pas du tout de mouvement autour de lui, je me dis, bah en fait le Marocain, même s'il est aléatoire quand il a le ballon dans les pieds, c'est vrai que son volume de course, faut vraiment pas le sous-estimer. Et finalement, je reviens à quelque chose qui est assez basique. Le duo Hakimi-Dembélé, c'était quasiment la seule certitude du PSG sur la première partie de saison. Alors, c'est pas évident de dire ça, puisque hier, Hakimi était suspendu, donc c'est pas trop la question. Mais le fait, au retour de Saint-Sébastien, et ça on le disait dans le débrief, de s'être séparé de cette valeur sûre, donc c'est le choix de Luis Enrique, c'est quand même rédhibitoire, je trouve. Donc j'espère que la semaine prochaine, il n'y aura pas de délire Dembélé dans l'axe, machin. Il faut que les deux dédoublent comme ils le faisaient sur la première partie de saison, parce que c'est ce qui marche le mieux, c'est un automatisme, c'est une valeur sûre de cette équipe qui va devoir évidemment s'appuyer sur des certitudes. Même si bien sûr Hakimi aussi défensivement n'est pas parfait. Comme je l'ai dit, quand il a le ballon, surtout dans le dernier tiers, il y a des choix qui sont un peu bizarre, mais on va revenir sur le manque de mouvement hier. C'est vrai qu'il ferait il aurait fait et il fera beaucoup de bien. De l'autre côté, il y a le Barça. Le Barça, hier, ils avaient rien à perdre. Ils étaient à l'extérieur, ils sont en quart de finale, ils sont sur une fin de saison où il y a quelque chose qui s'est créé parce qu'ils font une grosse communication autour de la Ligue des Champions, parce qu'il y a le tableau, mais ça vaut aussi pour nous, qui comme est très ouvert, pourrait les mener en finale, donc ils y pensent forcément. Mais ceci dit, voilà, on est sur un Barça qui a quasiment rien dépensé sur le dernier mercato, qui hier soir, bon, s'est présenté avec une certaine forme d'insouciance, je dirais, sans pour autant que ça se traduise par un pressing tout-terrain et une équipe qui souffre, parce que c'est absolument faux. Par contre, la semaine prochaine, ils auront quelque chose à perdre. C'est l'avantage qu'ils ont acquis hier. Et donc, ils seront dans cette position inconfortable où ils sauront pas quoi faire entre eux, défendre bas, s'exposer à des tirs, ou alors aller chercher, essayer d'aller ouvrir le score et s'exposer pareil en contre, parce qu'on a aussi des armes dans cette dimension-là. Donc bien sûr, un espèce d'entre-deux dont il faudra profiter, puisque pour nous, la mission sera claire, bien sûr. Ouvrir le score, marquer. Alors malgré ça, je dis pas qu'on va se qualifier, bien sûr, très loin de là, parce qu'en poule, on a eu énormément de difficultés à l'extérieur, San Siro, St. James Park, à Dortmund, on ne gagne pas. Moi, j'ai peur, ce qui me fait limite le plus peur, c'est qu'on encaisse un but, en fait. Le PSG, cette saison, j'ai quand même l'impression que au coup d'envoi, tu dois partir avec l'idée qu'en fait, tu vas avoir un but encaissé au coup de sifflet final, quoi. Donc, ça voudrait dire en marquer 3. Les pénaltys, comme je l'ai dit, les pénaltys, si on va au pénalty, bon, personnellement, voir Fabian Ruiz tirer un pénalty, c'est pas quelque chose qui me tente vraiment. Et puis surtout, je reviens sur Luis Enrique. C'est trop grave d'hypothéquer des mi-temps entières à cause de choix initiaux qui sont mauvais. Alors, comme je le dis, les ajustements à la mi-temps, ils sont plutôt bons. Et encore, on va revenir sur hier. Mais au début des matchs, et c'était déjà le cas à l'aller face à la Sociedad, on se souvient de la première mi-temps où on se fait souiller. C'est vrai que c'est plutôt compliqué. Et hier, le choix Asensio, c'est assez dramatique. Voilà. Donc, gros enjeu sur la compo de la semaine prochaine, même s'il y aura des retours, plus de certitude. Peut-être que Warren sera mieux physiquement, Barcola pareil, le retour d'Hakimi comme je disais. Et puis 6 jours pour préparer quand le Barça va jouer ce week-end. Pour revenir sur le match d'hier.
déjà, j'aimerais m'arrêter sur l'entame qui dure quasiment 20 minutes, dans lesquelles déjà tu as ce marquage individuel, alors qui est difficile à tenir sur la durée. Beraldo en a fait les frais. Difficile à tenir aussi parce qu'un marquage individuel, quand tu as Mbappé dans l'équipe, c'est un peu compliqué, sachant que lui, il va pas le faire, quoi. Il fait aucun effort, il suit personne. Donc, malgré ça, tu récupères quand même beaucoup de ballons hauts. Tu arrives à avoir ce fameux pressing, à imprimer finalement une patte Luis Enrique, jouer comme il le voudrait. Mais le problème, comme à chaque fois qu'on se conforme à sa philosophie, il n'y a pas d'occasion franche. Et donc, c'est très difficile de dire que c'est un temps fort. Parce que le PSG avec ballon, à chaque fois, ça demande dans les pieds. Il n'y a pas de mouvement autour du porteur. Et dès que quelqu'un réussit à enclencher... Alors, déjà, dans les 1 contre 1, Dembélé, Lee par exemple, n'était pas en réussite. Il faut déjà réussir à enclencher. Et une fois que le porteur a réussi à mettre un petit peu de vitesse, les mecs derrière ne suivent pas. Et ça donne des actions qui sont très stéréotypées, avec très peu de mouvement. Il n'y a pas du tout d'harmonie. Donc, tout ça est quand même très, très compliqué. Il y a peu d'intensité dans les circuits. Alors là, on peut en vouloir à Mbappé qui fait pas assez d'appel à vide derrière la défense. Je note peut-être la prise de profondeur de Dembélé sur le tout début de match, avec Marquinhos qui plusieurs fois tergiverse et ne le lance pas. Peut-être que c'était une consigne, hein. Parce que c'est une des rares fois de la saison où on a vu Dembélé aller derrière la ligne défensive, justement. D'habitude, il fait pas ça. Et là, je pense que c'était une consigne. C'est dommage que ce soit pas resté sur la durée du match. Et bien sûr, dans cette dimension-là, l'entrée de Barcola fait vraiment beaucoup de bien. Alors, il y a encore le problème de la finition. Et je peux pas me l'enlever de la tête avec Barcola. C'est comme sur le retour face à Newcastle. Mais il est quand même d'une grande utilité par sa capacité à se déplacer sans ballon. Et ça, c'est vraiment une qualité aujourd'hui dans le foot qui est exceptionnelle, en fait. Quand j'entends l'interview de Ryan Cherki la semaine dernière en nous disant le foot machin, le foot champagne, le foot des artistes et tout ça, c'est très bien de nous dire oui, avec ballon, j'aime prendre du plaisir, je suis un joueur plaisir, je voulais arrêter ma carrière quand on a essayé de me brider et tout ça. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, un des enjeux négligés par les joueurs eux-mêmes, et peut-être aussi dans l'analyse dans le football moderne, c'est qu'en fait, avant de penser au ballon, quand tu le reçois, le football moderne est tellement intense, les adversaires t'imposent tellement, qu'il y a un enjeu de déplacement avant de recevoir le ballon au préalable, qui est très important. Et c'est un défaut, par exemple, que Ryan Cherki a. Voilà, il est gentil à être... c'est sûr qu'avec ballon, il est bien. Mais le problème, c'est que voilà, il faut savoir se déplacer. Il faut faire le déplacement pour avoir ce temps d'avance. Et Barcola, là. Et ça, c'est vrai que c'est une qualité incroyable. En plus des contrôles aussi qui sont réussis. Hein, parce que c'est sûr que si tu prends le temps d'avance, mais que tu le gages sur la première touche, bon, ça sert à rien. Lui est plutôt... qualitatif dans ce domaine-là. Donc là-dessus, l'entrée est plutôt bonne. Il arrive à faire vivre le ballon, hein, le recevoir lancé aussi, parce qu'il y en a peu qui demandent le ballon autrement que dans les pieds. Et au final, le Barça, face à ce pressing haut et individuel, réagit avec les ballons. Et là, c'est vrai qu'on en vient à un dénominateur commun de mauvais matchs cette saison, comme je le disais, avec donc le pressing haut, les milieux athlétiques destructeurs. Je rajoute en troisième les équipes qui jouent ballon long. Pourquoi? Real Sociedad, à l'aller, ils le font. Alors le problème, c'est que c'est pas concret parce qu'il y a un défaut de qualité devant chez eux qui est absolument incroyable. Mais ils le font quand même et ils réussissent. Danilo, ce jour-là, fait un match un peu moins impérial que d'habitude dans les airs. Newcastle au Parc, pareil avec Isaac. Milan aussi, ils allongent. Et donc, hier soir, tu te retrouves encore avec une équipe qui fait ça. Un Lewandowski... c'est grossier tout l'espace qu'il avait pour se retourner, voilà, pour ajuster, pour contrôler. De la tête, il gagne pas tous ses duels en plus, mais voilà, il réussit quand même à faire un match énorme et très bien aidé par Lucas Beraldo, bien sûr que c'était une consigne du staff, et c'est là où j'en veux quand même à Luis Enrique de pas avoir fait d'ajustement en première mi-temps, parce que surtout que, alors déjà on peut se dire, pourquoi c'est Beraldo qui va sur Lewandowski, sachant que, bon, le Brésilien, on le sait depuis son arrivée, qu'il a un déficit de vitesse, qu'à chaque fois qu'il suit un décrochage,
comme il a un gabarit qui n'est pas forcément imposant, il est obligé de titiller le défenseur de titiller l'attaquant pour prendre l'avantage, faire un espèce de geste vicelard, une demi-faute, quoi. Donc là-dessus, on peut s'interroger, parce qu'à côté, il y a Lucas Hernandez. Lucas Hernandez qui, lui, est beaucoup plus tranchant. Enfin, lui demander de suivre quelqu'un à la culotte et de mettre des tampons sur la durée du match pour le dégoûter, pardonne-moi, c'est la définition que j'ai de Lucas Hernandez. Après, hier, il y avait la menace de suspension peut-être, hein, avec en cas de carton jaune. Je ne sais pas à quel point ça a joué dans l'esprit de Luis Enrique, puisque même en deuxième mi-temps, il a écarté Lucas de l'axe et il a préféré donc mettre Marquinhos. Cet ajustement, est-ce qu'il était fait pour gêner Lewandowski? Faudrait le demander à Luis Enrique, parce qu'en réalité, en seconde, ça a persisté. Alors pas comme en première, parce qu'évidemment, la première, c'est une mi-temps qui est loupée, qui est nulle pour le PSG. La seconde est bien meilleure, donc forcément, quand le collectif va un petit peu mieux, et que le Barça a un peu moins d'incursion, à Beraldo et tout ça, les prestations commencent un petit peu à se rehausser. Mais on a quand même vu Lewandowski, à plusieurs reprises, refaire ce qu'il faisait en première mi-temps. Donc dans cette dimension-là, j'irais même au-delà de la mi-temps, sur le manque d'ajustement, de clairvoyance de Luis Enrique et son staff technique. Voilà. Bon, passons aux prestations individuelles. Un à un, commençons par Donnarumma. Le troisième but, bon, c'est celui où je lui en veux le plus, hein. C'est le pire parce que, surtout, tu l'as eu à plusieurs reprises plus tôt dans le match. Le sauvetage de Nuno, c'est une sortie, encore une fois, qui est très très peu académique, voire honteuse. Bon, le second but, il y peut rien. Le but de Rafinha, il y peut rien. Peut-être plus pour Beraldo et Nuno. Et même si on dit qu'au début, Donnarumma fait le mauvais dégagement qui est repris, il est précipité aussi par une erreur technique de Beraldo. Je pense que Beraldo a plus de responsabilité sur l'erreur technique initiale que Donnarumma sur son dégagement qui est provoqué justement par l'action de pressing enclenchée par cette erreur de Beraldo. Mais au-delà de ça, il y a une sensation de fébrilité qui est incroyable, qui dénote absolument, et c'est dommage parce qu'en Ligue 1, voilà, c'est sûrement le meilleur Parisien, c'est le meilleur gardien de Ligue 1 bien évidemment, et là, en fait, tu retrouves avec Donnarumma une difficulté. C'est dommage parce que cette saison contre Milan, par exemple, à San Siro, là, je me suis dit, après ce match-là, ok, on a un Donnarumma qui nous a prouvé qu'en réalité, les contextes hostiles, quand le niveau s'élève, quand il y a la grosse pression, il arrive à rester tranquille. Parce que, c'était incroyable. J'étais juste derrière les buts avec, attends, c'est que on était en première mi-temps, j'étais où? Non, j'ai vu le but de Skriniar de loin. On était juste derrière les buts où ça jetait les billets de Donnarumma. Et c'était incroyable, tu vois. Et donc ce soir-là, c'est vrai que je me suis dit, bon, il répond présent. Le problème, c'est qu'hier, tout ça part en fumée. Marquinhos. Alors Marquinhos, c'est dommage que sur le premier but de Rafinha, il soit complètement absent. Il y a des retours qui sont lunaires sur ce but. Donc Marquinhos, qui est pas là, voilà, qui se met à courir quand Rafinha reçoit le ballon. Vitinha aussi, au début de l'action, il se fait enrhumer, puis ensuite il vient en trottinant, alors qu'il aurait pu couper le centre, s'il courait un petit peu plus. Donc c'est vraiment dommage cette erreur de Marquinhos, parce que sur le reste, la première mi-temps est plutôt pas mal en tant que latéral. Alors après, avec ballon, c'est vrai qu'on peut regretter un manque de renversement. Ça, c'est un enjeu pour le match retour. Il faut absolument que le PSG fasse plus de fixation renversement. Parce que sur le côté gauche, tu as Nuno et Mbappé. Alors bien sûr, Mbappé, bon, ce sera demain du coup, mais vous inquiétez pas, on va le fracasser comme il se doit, pas de problème, dans les règles de l'art et avec objectivité. Mais de l'autre côté, tu te dois aussi d'essayer de lui donner des bons ballons. Un bon ballon, c'est je fixe côté droit, j'envoie un renversement côté gauche. Ce qu'on n'a pas vu du tout hier. Et ce qu'il va falloir faire, peut-être que Hakimi, qui est un peu obnubilé par son copain Mbappé, pourrait le faire sur le match retour. Et je l'espère très sincèrement. Donc Marquinhos n'a pas vraiment fait ça. Et comme je l'ai dit en début de match, la prise de profondeur qu'il n'a pas fait. Et puis en seconde, dans l'axe, pareil, c'est pas mal. Après, c'est pas non plus le match où tu te dis il sort complètement du lot. En seconde mi-temps, il y a aussi quelques mouvements où c'est pas joué à merveille non plus, quoi. Donc voilà. Mais dans tous les cas, s'il y en a bien qui m'a énervé,
et à qui j'en veux, c'est pas Marquinhos, c'est pas Beraldo parce qu'il est jeune et franchement, je préfère mettre la responsabilité du staff, mais Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, alors lui, paradoxalement, il est meilleur en tant que latéral qu'en défenseur central en première mi-temps. Après, peut-être que le contexte collectif un peu meilleur après la pause l'a aidé. Mais en première, c'était cata. Le déficit de vitesse dès que Rafinha prenait un petit peu la profondeur. Au duel, le manque de tranchant. Avec ballon, pas grand-chose. Et au final, une saison où le bilan va être un peu compliqué pour Lucas. Va être un petit peu compliqué. Alors, retour des croisés, machin chouette, baladé entre le poste de latéral et central. Mais c'est vrai que pour cet été, bon, moi, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit hier dans le débrief, il faut absolument un défenseur, un défenseur central rapide. Je disais dans certaines dernières vidéos que le départ de Marquinhos pouvait s'entendre. Cet été, en réalité, je me demande si c'est pas notre meilleur défenseur central cette saison. Je pose la question. Je pose la question comme ça. Faudrait reprendre les matchs. Faudrait reprendre les matchs. Mais je me suis fait la réflexion en fait. Enfin, tout le monde a eu des périodes de trous noirs. Skriniar, Danilo pareil. Et Lucas, c'est quand même très très compliqué. Marquinhos, il y a certains matchs quand même où il est plutôt solide. Alors après, bien sûr, il y a l'erreur face à Newcastle, par exemple, début octobre. Ça, c'est sûr que c'est rédhibitoire à la relance. Mais donc voilà, donc pour cet été, déjà, le départ de Marquinhos, peut-être, me semble un peu moins évident. Et un joueur rapide, quoi. Un joueur rapide. Là, tout de suite, de tête, je pense à quelqu'un qui avait pocket Mbappé l'année dernière, qui est en ballottage défavorable au Bayern ces derniers temps, qui a aussi d'énormes défauts, donc je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais je sais qu'il a une qualité qui est la vitesse, c'est Upamecano. Upamecano, il est rapide, je crois qu'il avait été flashé à 35 ou plus km/h à un moment donné en Bundesliga, si je dis pas de conneries. Mais après, c'est sûr que c'est aussi, c'est typiquement le défenseur moderne que j'aime bien, mais le problème, c'est que lui, pour le coup, il a une vraie propension à souiller son équipe dans les grands matchs. Et ça, bon, bien sûr, c'est complètement rédhibitoire. Faudrait creuser le truc. Je dis ça juste pour sa qualité de vitesse, pas pour tout ce qu'il y a autour, ou pas Mécano. Voilà. Et donc Lucas, voilà. Alors Lucas, pour revenir sur sa deuxième mi-temps, pareil, axe de progression, d'espoir pour mardi. Comme il était latéral droit, il était bridé, mauvais pied et tout ça. Il n'arrivait pas à se connecter avec Barcola, lui donner des ballons, à monter aussi. Il n'avait pas les mêmes repères et tout ça. Donc Barcola était un petit peu esselé, c'était un peu frustrant pour lui. La semaine prochaine, il y aura Hakimi. Il y aura Hakimi pour apporter les mouvements. Et ça va changer, je pense, pas mal de choses. Donc voilà, j'ai hâte d'y être. On va... je finis juste sur Beraldo. Allez, on va aller sur Beraldo, puis après on reviendra sur Nuno, donc demain. Beraldo, comme je l'ai dit, qui n'est pas vraiment aidé par Luis Enrique et son staff, qui sont pas clairvoyants, qui le laissent vraiment avec cette consigne, parce que c'en était une, c'est pas possible autrement, qui était de suivre Lewandowski. Limite, en fait, l'action où je lui en veux le plus, c'est le deuxième but. C'est le deuxième but où il est spectateur et où, comme je le disais au début de l'action, il fait l'erreur technique qui donne la confiance au Barça et qui leur permet d'engager une action de pressing, en fait. Après, voilà, sur le premier but, c'est pareil, il est un petit peu fautif, plus qu'un peu. Il y a des actions où il est un petit peu sous la menace. Le carton jaune très tôt qu'il aurait dû avoir sur cette faute qui au final n'a même pas été sifflée sur Rafinha, il aurait pu changer énormément de choses dans son match. Peut-être que l'ajustement de la mi-temps, ça aurait été de le faire sortir, tout simplement, s'il avait ce jaune, mais au final, il n'a pas eu. Donc voilà, c'est vrai que ces derniers temps, depuis la trêve, et depuis aussi certains matchs lors de la trêve, face à l'Espagne notamment, c'est quand même très compliqué pour Beraldo. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve demain pour continuer ce débrief le plus complet possible sur ce match face au Barça. Allez Paris avant tout. Voilà, bon, l'espoir et tout ça, le discours bateau, de toute façon, vous le connaissez. On l'a dans les médias. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a eu une information comme quoi Osimhen est tout proche de signer au PSG. Bon, d'une source de merde, on va pas se mentir. Il Mattino en Italie. Elle a été... Alors, au début, je me suis dit, tiens, c'est Nasser, comme à chaque lendemain de match défavorable en Ligue des Champions, qui active un petit peu les réseaux médiatiques pour faire passer la pilule et les couvre-feux auprès des supporters. Mais au final, tous les réseaux médiatiques qui sont proches de Nasser, limite ses porte-paroles, ont démenti.
un accord entre Osimhen et le PSG. Bien évidemment, je pense que le nerf de la guerre, c'est Luis Campos, bien sûr. Bon, déjà, à savoir comment il va se régaler sur la commission après l'avoir déjà transféré de manière un peu bizarre à Naples, déjà, il y a quelques années. Et puis, si ça tenait qu'à lui, bien sûr qu'Osimhen viendrait, si ça tenait qu'à Luis Campos et aussi au joueur, puisque visiblement, le joueur veut venir. Et il était à Paris ce week-end. Il a pris l'avion avec sa fille. Mais ça fait plusieurs fois qu'il vient passer des week-ends à Paris. L'année dernière, déjà, il en passait. Bon, je pense que c'est le genre de joueur qui aimerait avoir la vie parisienne. Et bon, on va pas se poser cette question mercato là maintenant. Mais voilà. Enfin, en fait, encore une fois, on en est au même point. Tout dépend de qui obtient gain de cause entre Campos et Doha. C'est tout. Et Luis Enrique aussi, j'aimerais bien que Luis Enrique ait son mot à dire parce que ça m'étonnerait que Luis Enrique déjà valide le principe d'un numéro 9 sur le papier puisque on joue sans numéro 9 depuis le début de la saison alors qu'on en a quand même un sur le banc qui s'appelle Gonzalo Ramos, un qui s'appelle Kolo Muani qui l'a été sur nos 6 matchs de poule et qui au final aujourd'hui a joué 15 minutes sur les 3 matchs à élimination directe et qui n'est même pas rentré hier. Ça c'est terrible, terrible la relégation de Kolo Muani. Et puis surtout, Luis Enrique qui valide un profil comme Osimhen, dont le ballon n'est pas vraiment l'ami dès qu'il arrive dans ses pieds. Voilà, donc on est encore sur un dossier type du PSG, inlassable, avec d'un côté Doha, sous l'influence d'Antero, qui veut un ailier, qui privilégie le poste d'ailier, Luis Campos, qui veut absolument faire Osimhen, on ne sait pas trop pour quelle motivation, est-ce que c'est la commission, ou est-ce que c'est réellement apporter une plus-value à un effectif où tu as déjà recruté pour 70 millions à ce poste, je sais pas. Moi, vous savez, je suis team ailier, vous le savez. Il y a eu aussi une autre information, bon, de merde, pareil, en Italie, selon laquelle le PSG s'intéressait à Kvara. Moi, je note que dans le dossier de la prolongation avec le Napoli, bon, c'est toujours pas fait, mais surtout, le Napoli lui proposait un salaire de 3 à 4 millions net, alors qu'ils ont donné 10 millions à Osimhen. Moi, je me dis, s'il joue au rat, il va falloir peut-être sauter sur l'occasion. Bon, après, il y a le dossier Luis Diaz et tout ça. Bon, bref. Le mercato, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais en l'état, bon, rien n'a bougé, en fait. Voilà. On est vraiment sur le dossier typique du PSG avec les deux directions qui sont dans un rapport de force à voir qui gagnera. C'est la balle de match, disons. Jamais 203. Gonzalo Ramos, c'est Luis Campos qui a eu gain de cause. Kolo Muani, c'est Nasser qui a eu gain de cause. Là, on va voir qui va gagner. Bah en fait, j'aimerais bien que ce soit le troisième. J'aimerais bien que ce soit Luis Enrique qui soit consulté et qui nous dise. Après, je veux pas non plus que ce soit lui qui fasse le recrutement. Au Barça, voilà, quand il a fait des recrutements, il a ramené certains joueurs pas bons. Si c'est pour nous ramener un Espagnol yaourt nature, non merci. Donc voilà, juste avoir du juste milieu et un petit peu de jugeote et un certain sens des priorités. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao.